Salut, moi c'est Eugénie Witz et je te souhaite la bienvenue dans ton podcast Voyage encore. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où j'ai la joie de recevoir Servane Fleury-Braille qui est thérapeute, praticienne en mémoire cellulaire et j'ai même envie de dire pas que. Alors, je vais même plutôt aussi la laisser se présenter. Mais en tout cas, déjà, merci Servane pour le temps que tu prends aujourd'hui pour qu'on vienne explorer ce sujet que je trouve hyper intéressant, qui sera des mémoires cellulaires. Coucou! Bonjour Eugénie et bonjour à tous. Alors, est-ce que tu veux bien commencer par justement parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à venir explorer les mémoires cellulaires, à être thérapeute aussi? Alors déjà, moi je suis une grande hypersensible avec un cerveau qui fonctionne à 3000%, très créatif. Du coup, déjà dans mon parcours, j'ai eu besoin de me renseigner, de mieux comprendre comment je fonctionnais pour gérer des angoisses, pour mieux gérer aussi une porosité au monde subtil. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des épreuves dans la vie qui m'ont aussi amené à explorer comment me sentir mieux, à aussi trouver du sens dans ma vie. J'avais tout pour être heureuse et puis malgré ça, je l'étais pas. Et j'ai été dans mon parcours professionnel, j'ai été manipulatrice en imagerie médicale. Ensuite, j'ai repris mes études parce que je sentais que j'avais encore à explorer. Je suis partie dans l'ingénierie en environnement, dans l'industrie, à l'aéronautique, Rien à voir. pour mettre, voilà, pour avoir voilà, réduire l'impact des grosses sociétés sur la Terre, sur l'environnement. Et en fait, dans ce travail-là, j'ai fait un burn-out au bout de 6 ans. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai découvert la mémoire cellulaire. C'est que je me suis retrouvée, donc ça faisait 6 mois que je ne dormais plus du tout. J'avais des nuits blanches. Je savais même pas qu'on pouvait travailler et vivre en ne dormant pas pendant 6 mois. Et, euh, et j'ai fait une séance en mémoire cellulaire, donc peu après avoir vraiment eu un gros arrêt. Et après une séance en mémoire cellulaire, je me suis endormie le soir. Et ça faisait 6 mois que j'avais pas dormi. Je me suis dit, waouh, c'est puissant. Et c'est comme ça que j'ai découvert la mémoire cellulaire. Et aussi, à l'époque, j'accompagnais en soins énergétiques, mais comme ça, des amis, la famille, par-ci, par-là. Et j'avais accès à des mémoires, qu'on appelle karmiques, des mémoires de d'autres vies. Mais j'accompagnais en disant ce que je voyais. Et quand j'ai découvert les mémoires cellulaires, quand on a accompagné et qu'on a vraiment, enfin, ça m'a fait un bien énorme. Du coup, j'ai découvert comment on pouvait accompagner à visiter les mémoires tout en laissant la personne découvrir par elle-même. Donc voilà, ce parcours m'a un petit peu amené à avoir eu envie de développer la thérapie parce que dans mon travail d'ingénieur, c'était euh, c'était très, voilà, c'est des belles expériences. Et en même temps, j'avais perdu le sens. J'avais l'impression de plus, ça me concernait moi, hein, mais j'avais l'impression de plus permettre de produire en permettant aux sociétés d'être calées dans la réglementation environnementale. Donc, j'ai l'impression de plus permettre à polluer que de vraiment limiter. Et là, je me suis aussi retrouvée à des limites au niveau humain. Et c'est là où ça m'a donné envie je me suis dit, mais j'ai envie d'aider les gens comme moi, en fait, à retrouver ce chemin du cœur, ce chemin de l'être, ce sens. C'était plus en lien avec tes valeurs. Oui, ouais, voilà, les valeurs ont évolué et c'est ça a petit à petit bougé pour être davantage affiné en lien avec mes valeurs, exactement. Et tu as fait des formations en particulier pour justement travailler les mémoires cellulaires? Alors, j'ai fait pas mal de formations différentes et en mémoire cellulaire, j'en ai fait une en particulier. C'est une formation sur 3 ans avec le docteur Martine Savès. Ça s'appelle la santé humaniste. Alors aujourd'hui, Martine, elle est en retraite, mais son école
continue avec voilà d'autres personnes qu'elle a formées et qui continue de former un santé humaniste. Et après moi je continue aussi de me former par plein de biais autour des traumatismes, autour de l'émotionnel, enfin tout ce que je peux et qui peut nourrir ma pratique plus avec une supervision personnelle, soit en continuant d'apprendre, mais aussi en continuant de cheminer sur moi. C'est génial ça. Merci. Et est-ce que justement tu peux nous décrire un petit peu plus, pour les personnes surtout qui ne connaissent pas ce sujet, ce qu'est les mémoires cellulaires? Oui. J'aime bien expliquer aux gens qui viennent me voir, dans l'inconscient, tout est présent. Il y a pas de passé, il y a pas de futur. C'est-à-dire qu'on est le résultat à la fois de tout ce tout ce qui nous a construit, toutes les ressources. On a en nous le petit bébé, la petite fille, l'ado ou l'adolescent, le jeune homme, la jeune femme, enfin jusqu'à notre âge d'aujourd'hui, qui ont tout un tas de ressources par les expériences de la vie, qu'on a menées et qui nous ont fait développer tout un tas de ressources et de potentiel. Et on a aussi des parts, blessées, des parts de nous qui qui ont dû mettre, en place des modes de fonctionnement, des fonctionnements tout simplement aussi, pour, entre guillemets «survivre», à un instant T. Ça peut être des traumas, mais pas que, hein. Ça peut aussi être, dans des familles, où il y a pas de traumatisme proprement dit, mais des façons de fonctionner qui, en fonction du tempérament des uns et des autres, on peut, pas forcément se sentir, entendu dans nos besoins et nos limites, hein. Et donc du coup, ça va développer des façons de faire qui ont besoin, d'être entendues ou de se libérer. Et du coup, ben, on porte un petit peu tout ça, heu, que ça soit de notre vie, mais ça peut aussi venir, d'ancêtres ou de d'autres vies. Et parfois, dans la vie, ça vient nous freiner, soit par des maladies, soit par, des problèmes, relationnels, des blocages. Et donc on va aller chercher, nous, en mémoire cellulaire, les mémoires en lien avec la thématique pour laquelle la personne vient, pour permettre en fait à cette part blessée, à cette part, de nous qui est un peu bloquée ou qui a mis en place des modes de fonctionnement qui nous limitent, de pouvoir, s'exprimer, de pouvoir, libérer ses souffrances et derrière de retrouver des ressources. Donc c'est vrai que j'aime Gé bien dire, j'aime bien dire, aux gens, «Nos souffrances sont un lot de ressources à venir». Parce que c'est vraiment l'expérience que j'ai, et tant pour moi que pour les personnes. Quand on plonge dans nos souffrances, qu'on visite, nos mémoires, qu'on libère ces blocages, ces limites non exprimées ou ces besoins non entendus. Quand on exprime nos émotions et surtout les besoins et les limites derrière, eh bien, on retrouve des ressources, on se reconnecte à ce dont on a besoin et c'est très puissant, très, très puissant comme travail. J'aime beaucoup cette phrase, que tu emploies et on voit l'importance des ressources aussi. J'aime beaucoup que tu dis ça parce que, on a tendance, je trouve, quand on va parler de personnes qui disent: «Je vais faire un travail sur moi» et cetera, il y a un peu ce truc de: «Je vais plonger dans la boue», mais en effet, on n'y va pas si on n'a pas aussi, toutes ces ressources ou si, on n'est pas armé, si, il y a pas aussi cette force-là derrière et toi, tu mets un grand point, important aussi dans ce que j'entends. Tu vas pas juste dire: «Regarde là ce qu'il y a à la boue, traverse et c'est tout, quoi». Alors ouais, les ressources, il y a les ressources qu'on va, heu, demander entre guillemets, par exemple, quand on part en mémoire cellulaire, heu, souvent on vient visiter une mémoire et par exemple si c'est une mémoire en lien avec, une part de nous plus jeune, par exemple, papa, je suis sur, 5 ans et je suis sur l'identité de mon papa, par exemple. Et bien, quand j'accompagne la personne à aller visiter la petite de 5 ans en lien avec son papa, eh bien, parfois, il y a de la peur, peur du rejet, peur de plein de choses. Et ben, on va, déjà amener, la personne adulte à rencontrer sa petite fille de 5 ans et d'être en soutien, par exemple, derrière elle pour pouvoir faire le process. Donc après, parfois, on va amener davantage de ressources. Donc ça, c'est des ressources un petit peu, entre guillemets, «extérieures», enfin,
Parce qu'on peut aussi amener d'autres ressources, c'est pas un chien, un animal, ceux en qui on croit, la lignée aussi, on peut faire venir, les personnes de la lignée. Et après, ce qu'on va récupérer comme ressource, c'est qu'une fois qu'on a libéré la souffrance, derrière, dans une mémoire, on quand la personne visite la mémoire, une fois qu'elle a libéré, en fait, la souffrance, en lien avec cette mémoire, en lien avec cette part blessée, quand par exemple, la petite fille de 5 ans vient dire, à son papa: «Bah, j'ai peur, voilà, tu me regardes pas, je me sens pas aimée», voilà, on va exprimer les émotions, les besoins, les limites derrière, on va vraiment plonger dans ce que la personne ressent dans le corps. Eh bien, une fois que le corps, parce que c'est vraiment le corps qui va manifester des sensations et des émotions, une fois que en lien avec la part blessée, une fois que le corps se sent apaisé, eh bien, on va demander à la petite fille de 5 ans, à la personne, «C'est quoi ton besoin?» «Bah, moi, j'ai besoin d'un gros câlin». Du coup, elle va demander un gros câlin à son papa et elle va sentir cet amour inconditionnel et là, ça c'est en ça où je dis on va vraiment, transformer nos souffrances en ressources parce que du coup, ce qui était en souffrance devient des ressources. Donc là, dans cet exemple-là, c'est de l'amour inconditionnel et parfois ça peut être, de s'affirmer face à quelqu'un. Quand il y a eu, pas mal par exemple d'intrusion ou d'abus autoritaires, parfois on va avoir besoin de rester droit, enfin la part blessée, un petit garçon de 8 ans par exemple face à sa maman qui voilà est très autoritaire et le «laisse pas vivre» entre guillemets et ben, une fois qu'il a libéré toutes ses émotions, il va rester, droit, devant elle dans la mémoire et vraiment être regardé tout en étant lui et en faisant ce qu'il veut. Donc c'est vraiment à chaque fois des ressources qu'on récupère. En plus des ressources qu'on va, solliciter pour pouvoir faire ce travail, on va aussi récupérer des ressources. C'est pour ça que je dis que nos souffrances sont un lot de ressources à venir. Ouais, j'aime vraiment, vraiment cette phrase. Merci, hein. Et justement, est-ce qu'il y a plusieurs types de mémoires différentes? Toujours au lien Alors le même type de mémoire? Parce que tu parlais de transgénérationnel, tu parlais de mémoire avec le présent. Est-ce que ça se catégorise ou pas? Ou on parle de mémoire de manière générale? alors, nous, on a 3 types de mémoire et dont un type qu'on pourrait, diviser en 2. Il y a donc les mémoires, de cette vie aujourd'hui. Bon, c'est quand même 80 des cas, bon, c'est 80 de mon travail, hein. Voilà. C'est-à-dire que, bah, on va avoir une mémoire, en lien avec, le petit garçon, la petite fille qu'on a été, en lien avec un protagoniste. Ça peut être papa, maman, ça peut être un grand-parent, un frère, une sœur, un oncle, quelqu'un de l'école, voilà, quelque chose où il y a eu un un besoin ou une limite qui a pas été entendu et souvent derrière on crée, des croyances, je disais tout à l'heure, voilà, papa par exemple travaille beaucoup et il me voit pas, il joue pas avec moi, je suis pas intéressante, par exemple et hop, on crée une croyance là-dedans. Bah, nous on va aller visiter voilà cette mémoire pour démonter cette croyance et c'est pas parce que papa travaille et te regarde pas qu'il t'aime pas et donc du coup on dissocie un petit peu ça. Donc ça c'est le plus gros, ça va être vraiment, des mémoires d'aujourd'hui, de notre vie d'aujourd'hui. On peut aussi hériter des mémoires, transgénérationnelles de nos ancêtres. Donc, par exemple, on peut, là j'ai eu quelqu'un, qui avait des troubles digestifs, très forts, qui, était ballonné, diarrhée, vomissement, et malgré qu'il y avait aucun problème, dans les analyses médicales, eh bien, voilà, il avait, vraiment des réactions très fortes et quand on allait visiter, ses mémoires, alors on a travaillé sous forme de mode de fonctionnement, mais quand on a visité ses mémoires, on est remonté sur une mémoire transgénérationnelle, en lien avec sa grand-mère qui avait vécu des abus pendant la guerre et du coup, il y avait, toute une colère qui était restée enfouie et qui se transmettait, dans l'arbre, quoi. Donc on peut aussi porter des traumatismes ou des informations qui sont restées, heu, bah, qui n'ont pas pu être, «évacuées» entre guillemets au moment où notre ancêtre, vivait et du coup qui se transmettent dans la après avoir fait bon, il y avait un travail de démonter un mode de fonctionnement par rapport à sa façon de fonctionner, mais du coup petit à petit cet homme il a plus du tout eu de problème digestif où il a su gérer, il a su exprimer ses émotions et ne pas attendre que ce soit son ventre qui l'exprime à sa place. Donc et après on a les mémoires, karmiques. Donc là, il y a 2 types. Enfin moi j'aime bien dire qu'il y a 2 types. Il y a la mémoire, d'une autre vie. Donc c'est pas les plus courantes. Ça va être par exemple, heu,
Bah tiens, j'ai eu des personnes qui voulaient se lancer dans la thérapie et qui arrivaient pas à se lancer. C'était à la fois il y avait une envie forte, forte, forte de tout était là, ils étaient formés, il y avait tout qui était fait, mais ils pouvaient pas se mettre en lumière. C'était plus fort qu'eux. Il y a quelque chose qui les bloquait. Et cette personne en question, on allait visiter une mémoire et c'était une mémoire de cathare, une mémoire où en fait elle est apparemment elle faisait du soin, elle soignait et en plus elle avait l'air d'être dans une vie de cathare et finalement dans cette mémoire elle ne s'est pas ralliée à la cause christique de l'époque et du coup enfin en tout cas la forme qui était attendue de l'époque et donc du coup elle a été brûlée et il y avait vraiment cette mémoire de bûcher et si je fais ce qui me parle si je fais ce que vraiment ce qui me tient à cœur et ce dont pourquoi j'ai envie de d'œuvrer dans cette vie et ben je peux être brûlée. C'était ça qu'il y avait comme information dans la mémoire. Donc ce qui est important c'est aussi quand on vise des mémoires c'est de faire du lien entre la mémoire et ce qu'on vit aujourd'hui pour vraiment faire une prise de conscience aussi de ce qu'on a traversé et transmuter. Donc ça, c'est de notre vie. Et après, il y a le karmique aussi que le cerveau construit. Ça va être plutôt des personnes qui vont être très très sensibles et pour qui ce qui s'est passé dans leur vie est trop comment dire trop difficile à sentir, à appréhender. Ça c'est trop lourd dans un premier temps en tout cas. Et donc c'est des personnes où on va facilement partir en karmique. Mais finalement, c'est le cerveau qui va construire une vie qui ressemble à celle d'aujourd'hui. Donc, on différencie assez parce qu'on arrive à reconnaître que ça ressemble beaucoup à notre vie d'aujourd'hui, avec des symboles un petit peu différents, des personnages différents, mais le fond est le même. Et donc, ça permet en fait de libérer des émotions, de libérer, voilà, d'exprimer des besoins et des limites sans être pleinement acteur entre guillemets de sa propre vie d'aujourd'hui, en ayant plus de distance, plus de recul. Et donc ça permet vraiment à la personne de libérer ses émotions, libérer sa souffrance, et puis récupérer des ressources avec cette prise de recul. Quand j'avais fait mon mémoire, moi sur voilà, j'ai fait 2 mémoires à la suite de mes études en santé humaniste, là, sur la mémoire cellulaire. En fait, j'ai vraiment constaté que j'étais dans ce cadre-là à la base. Ah oui, mais c'est pas possible, moi je pars tout le temps en karmique. Bon, ça a évolué depuis, mais et en fait, c'était vraiment pour pouvoir récupérer des ressources sans quelque part entre guillemets trop se mouiller parce que j'étais trop sensible pour aller plus proche. Aujourd'hui, ça a bien évolué, mais voilà, des fois, ça a ce biais-là. Et en fait, je dis aux gens, on s'en fout que ça soit vrai ou pas. Ce qui compte, en fait, c'est que ça fasse du bien et que dans le corps, on sente que ça se transforme. Et les chamans, d'ailleurs, ils expriment qu'on a l'imagination et le réel, c'est quasi au même endroit et que, en fait, pour eux, c'est la même chose. Donc, ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça fait dans le corps? Comment je me sens après? Ouais, complètement. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Comment je me sens? C'est très juste, hein. Et en effet, en même temps, ça permet d'accueillir les croyances de chacun, d'accueillir la personne là où elle est, avec ce qu'elle vit, etc. Et ouais, de l'accueillir totalement comme elle est, quoi. C'est chouette. Et justement, est-ce que tu pourrais me dire concrètement comment se déroule du coup une séance pour les mémoires cellulaires pour que les gens peut-être visualisent un peu plus quand tu dis on visite une mémoire, etc. Mmh. Alors, je commence toujours par une détente, parce que pour travailler, pour visiter une mémoire, on a besoin d'être dans un état de relaxation. C'est la zone alpha du cerveau. C'est la même zone qu'on utilise en hypnose, sauf qu'on est on est moins, comment dire? Enfin, on est plus présent. C'est-à-dire qu'on est détendu, les yeux fermés, tout en étant présent. En état méditatif, mais il y a différentes profondeurs dans la zone alpha, en fait. On peut vraiment être quasi pas conscient et très conscient, tout en étant détendu. C'est pour ça que je dis ça. C'est la même zone que l'hypnose, mais la personne est quand même plus présente, entre guillemets. C'est vraiment ouais, l'état méditatif. Donc, on a cette relaxation. Et puis ensuite, des mémoires, on en a plein. Le but, c'est pas d'aller visiter des mémoires pour le plaisir.
Le but, c'est d'aller visiter celles qui vont permettre à la personne, dans sa vie d'aujourd'hui, de récupérer des ressources et d'aller mieux avec sa thématique. Donc, dans ce cas, de ce fait, je vais demander à la personne de se positionner sur sa thématique pour laquelle elle vient. Donc, de centrer son attention. Donc, si c'est une douleur, de centrer son attention sur la douleur, au genou, n'importe où. Si c'est un blocage émotionnel, quelque chose qui se répète, je vais l'inviter à repenser à la dernière fois qu'il y a eu cette répétition dans sa vie. Voilà. Si c'est un mal-être, une angoisse, voilà, se focaliser sur son angoisse. Enfin, voilà, à chaque fois, je vais lui demander de se mettre là où elle a besoin de cheminer. Et pendant qu'elle se concentre sur ça, je vais aller chercher au pouls de Nogier la mémoire en lien avec cette thématique. Et d'ailleurs, l'inconscient va pas toujours chercher la mémoire en cause. Parfois, quand c'est un sujet, il va chercher la mémoire où la personne a récupéré le plus de ressources à l'instant T. Donc, quand on a des fois, voilà, des fois, ça peut être un sujet avec plein de mémoire. Du coup, il va vraiment aller chercher la mémoire, ouais, voilà, où la personne récupère le plus de ressources à cet instant-là. Et donc, une fois que j'ai trouvé la mémoire, en lien avec la thématique, je vais la montrer par le biais du testing musculaire qu'on utilise en kinésio. Je vais montrer cette mémoire à la personne. Je vais lui montrer que quand elle est sur cette thématique-là, eh bien, elle est plus sur son identité, mais sur une identité, voilà, soit d'elle petite à 5 ans, soit en lien avec le papa ou la maman, par exemple, ou le frère, la sœur, soit sur un ancêtre. Donc là, si je tombe sur une mémoire transgénérationnelle, je vais aller chercher dans l'arbre sur qui on tombe. Donc là, je vais lui montrer qu'elle est sur telle identité, ou sur une autre vie. Et une fois que j'ai montré au testing comment, voilà, la mémoire, eh bien, je vais aller vérifier si c'est possible d'aller visiter la mémoire. Donc, si j'ai les feux verts pour visiter la mémoire, donc j'ai 2 questions pour ça. Si j'ai les 2 oui à ces questions pour visiter la mémoire, dans ce cas-là, je vais amener la personne à poser l'intention de se mettre en lien avec la part blessée. Donc, par exemple, je vais lui dire, mets-toi en lien avec le petit garçon que tu as été à 3 ans. Et puis et juste tu poses l'intention, l'énergie suit. Il y a rien à faire concrètement. C'est pas des souvenirs qu'on se remémore, c'est juste on pose l'intention et on laisse venir dans le corps. Et ensuite, je vais faire venir le protagoniste que j'ai trouvé en lien avec cette mémoire. Donc, fais venir ton frère, ton grand frère, par exemple. Euh, et donc, une fois que le grand frère est là, eh bien, je vais demander à la personne comment tu te sens comment elle se sent dans le corps. Et là, elle va me dire, ouh là là, j'ai une boule à gorge, j'ai mon ventre qui se serre, j'ai envie de me faire tout petit, mon frère, il est impressionnant. Et donc, du coup, à partir de là, eh bien, on va vraiment suivre les informations du corps. On va aller voir comment la personne, elle ressent. On va plonger dans ses sensations corporelles pour aller voir c'est quoi l'émotion qui est là. Et en plongeant dans l'émotion, on va aller voir c'est quoi le besoin ou la limite derrière. Parce qu'en fait, dans le corps, il s'exprime par des sensations derrière lesquelles il y a des émotions. Et ces émotions, elles sont là pour nous exprimer des besoins ou des limites qui permettent de mieux nous connaître. C'est vraiment ça. Et en fait, on a pris ça. Moi, j'aurais dit que les gens, moi-même et la première, à aller écouter en fait ces émotions. Alors aujourd'hui, bien sûr, plus là-dedans, mais à l'époque, c'était pas trop connu tout ça. Les émotions, c'était pas quelque chose euh, qu'on savait à quoi ça servait quelque part. Et donc, en fait, c'est vraiment une rééducation finalement sur tout ça. Et une fois que la personne, donc voilà, on a plongé, on lui a fait exprimer au frère, voilà, les, les émotions, les besoins, les limites qui se sont manifestés dans le corps. À chaque fois, on va vérifier comment il se sent, si le frère a entendu ou pas, etc. Alors, à partir du moment où on exprime depuis ce qu'on ressent au fond de soi, on exprime vraiment depuis ce qui est là. Si on exprime depuis la tête, c'est tout ce qu'on a toujours connu. Par contre, si on exprime vraiment de ce qui se passe au fond de soi, eh bien, ce qui est assez incroyable, c'est dans cet espace de conscience, dans la mémoire, eh bien, on peut être entendu. Et donc, le protagoniste en face, ou bien, par exemple, le frère, voilà, va manifester des regards, et voilà, il va un peu bouger dans sa façon de recevoir l'information. Et au fur et à mesure, en fait, dans le corps, ça va se libérer. Et parfois, je vais utiliser dans cette phase-là le testing musculaire pour démonter des croyances. Par exemple, la personne, elle va croire qu'elle est nulle parce que ou qu'elle est, non, qu'elle est
voilà, on va rester sur l'exemple du frère qu'elle devrait pas être là parce que le frère la déteste. Mais en fait, c'est que là que le frère la déteste. C'est que le frère, c'était le premier. Il avait pas de petit frère et de petite sœur avant et que du coup, tout était pour lui. Et que quand il y a un frère qui arrive, bah, il faut partager un peu les parents. Et parfois, le grand frère, il croit que, on aime, que le petit frère ou la petite sœur, il a volé l'amour des parents. Et en fait, non. Là, on vient démonter avec le testing, on vient montrer que les parents créent un nouvel amour pour les enfants à venir, par contre, ils partagent son temps. Et que, forcément, les parents sont pas les mêmes avec chaque enfant, puisque chaque enfant est différent. Donc, on vient un peu démonter tout ça jusqu'à ce que dans le corps de la personne, eh bien, il n'y a plus de manifestations émotionnelles, physiques, que ça soit tranquille, apaisé. Et à partir de ce moment-là, une fois que tout est tranquille, je vais demander à la personne, qu'est-ce que ce petit garçon, il a besoin, c'est quoi son besoin avec son frère en face? Et là, la personne va me dire, ah ben, il a besoin d'un gros câlin ou il a besoin de faire un jeu ou enfin, et c'est là qu'on va justement venir explorer la ressource. Et donc, on va lui faire demander, le petit garçon, lui, va dire à voix haute, est-ce que tu veux bien, mon frère, me faire un câlin, par exemple? Et du coup, le frère accepte ou pas. En général, oui, puisque le travail est fait. Et du coup, là, la personne va sentir un amour profond en lui, qu'il est aimé de son frère, dans cet exemple-là. Et donc, ça va remplir tout le corps, toutes les cellules, chaque espace de son corps d'amour, en fait. Et donc, ça vient vraiment transformer à l'intérieur de lui, parce que du coup, on est passé de quelque chose de souple à de l'amour, par exemple, ici. Et une fois que la séance, une fois qu'on a, voilà, terminé ce travail, quand la personne revient à elle, je lui demande quel lien elle fait entre sa thématique et la mémoire qui est remontée. Et en général, on trouve assez rapidement les liens. Souvent parce que le lien, ça va être les croyances, en fait, qui sont derrière et qu'on se trimballe dans le travail, dans la vie de couple, dans plein de choses et qui sont nées dès le départ. Donc là, par exemple, c'était, euh, là, je suis pas assez bien et je dois en faire beaucoup pour être aimée. Alors qu'en fait, non, il y avait juste une histoire de place à remettre et une histoire d'amour à réexpliquer comment c'était autrement. Donc voilà un petit peu ce qui se passe quand c'est possible de visiter la mémoire. Oui, c'est important que tu aies le consentement du corps, au-delà aussi du consentement oral de la personne qui vient te voir avec sa demande, que toi tu sens que le corps est prêt et que tout est OK, quoi. Donc quand c'est pas le cas, justement, qu'est-ce que tu fais ou est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors ouais, donc si j'ai pas alors en fait j'ai deux questions. La personne est prête à vivre la mémoire. Si j'ai non, bon là c'est clair que j'y vais pas tout de suite. Il y a un travail préparatoire à faire avant. Par contre, si j'ai la personne est prête à visiter la mémoire et que j'ai un non, à la personne accepte de visiter la mémoire, si j'ai un non à cet endroit-là, il suffit de discuter avec la personne, de la mettre en confiance et en général, ça se transforme en oui. Par contre, si la personne n'est pas prête, dans ce cas-là, il y a des étapes. Je dis souvent aux gens, avant de passer la serpillière, faut passer le balai et sinon c'est un peu cracra. Eh bien, en fait, c'est des étapes préparatoires. Donc, on va aller plutôt faire un travail de nettoyage énergétique des mémoires. C'est vraiment ce qu'on fait en plus, hein. C'est comme si on balayait énergétiquement. C'est comme si on enlevait un peu des couches de poussière émotionnelle ou dans le corps de la personne avec différents biais et pour pouvoir préparer par la suite. Et aussi, donc ça, c'est les étapes, souvent les premières étapes. Et souvent aussi, je vais avoir une séance où je vais faire rencontrer l'adulte avec l'enfant et on va expliquer ce que c'est que les émotions, à quoi ça sert, comment ça se manifeste, l'intérêt d'exprimer ses émotions. Ça c'est une séance que je fais assez régulièrement parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Mais je suis jamais entendue, je suis pas entendue» et cetera. Et donc du coup, il y a besoin de reposer un cadre et de remettre une confiance aussi entre l'adulte et l'enfant. Comme ça, après, l'adulte, il vient en soutien dans les mémoires quand c'est en lien avec des parts de nous plus jeunes, pour pouvoir faire le travail. Ouais, c'est chouette. C'est vrai que après, heureusement, les générations changent et on parle de plus en plus aussi aujourd'hui aux enfants des émotions et de cette importance, comme tu dis, de Mmh. s'écouter, de voir les besoins, de voir les limites. Enfin, vraiment, tous ces mots que tu as employés, c'est chouette qu'aujourd'hui, on mette enfin ça en lumière. Mais c'est sûr que si tu as des adultes de 50,
60 ans qui, eux, n'ont pas pu vivre ça dans l'enfance, hein. Enfin, c'était pas les mêmes générations. C'est important de pouvoir remettre ce cadre, comme tu dis, c'est chouette. Et ça invite alors à ce qu'il y ait plusieurs séances, du coup, quand il y a une thématique, j'imagine. Et ce qui m'a amené justement à une autre question que j'avais aussi envie de te poser, c'était euh, souvent quelles problématiques, justement, les personnes viennent le plus te voir? Avec quelles problématiques? Mmh. Alors oui, moi souvent c'est un travail de fond. Ça m'arrive aussi parfois de rediriger les gens et de leur dire peut-être faites déjà un petit peu de psychothérapie et revenez me voir après. J'ai d'ailleurs pas mal de psychologues dans ma clientèle qui ont bien compris leur fonctionnement et qui ont besoin de transformer. C'est complémentaire, c'est ça que je veux dire. Euh, donc souvent je vais voir les gens quand même sur plusieurs séances. Après c'est toujours eux qui sont. Je laisse toujours la responsabilité de la personne de sentir si elle a besoin de revenir ou voilà, des fois ça va être 3, 4 séances, ça dépend de la thématique. Des fois, ça va être vraiment un travail de fond sur, il y a des personnes que je suis des fois pendant 2 ans. Espace de, voilà, on laisse un mois entre chaque séance, je vais les voir une fois par mois. Donc, voilà, entre 3, 4, 5, à 10, 15 fois, ça dépend des gens. Puis il y en a même qui reviennent, voilà, je vais les voir et à chaque fois, ils viennent avec des nouvelles thématiques. Et ça aussi, ils ont réglé le truc de la fois précédente et hop, ils viennent avec un autre sujet. Et donc, dans les sujets, je vais avoir beaucoup de personnes hypersensibles qui ont du mal à gérer leurs émotions. Donc, ils vont avoir beaucoup d'angoisse, énormément d'angoisse, l'anxiété, l'angoisse, les burn-out. C'est des gros sujets que j'ai très, très souvent. Après, je vais avoir des personnes qui vont être en dépendance affective et qui peuvent être vraiment dans des situations, enfin, vont se mettre dans des situations avec des personnes qui vont les maltraiter parce qu'elles préfèrent être avec des personnes qui les maltraitent que des personnes enfin, que seules, en fait. Donc ça, c'est aussi un travail que j'accompagne beaucoup. Des personnes qui vont avoir, par exemple, beaucoup de colère ou le syndrome de l'imposteur, des personnes qui vont avoir des difficultés à se sentir euh, en confiance, par exemple, dans le travail. Je vais avoir aussi des difficultés à s'affirmer, à poser des limites. Des personnes qui ont du besoin de retrouver du sens dans leur vie, de passer à l'action. Je vais avoir aussi des personnes qui veulent mettre du sens et qui veulent aussi soulager leurs maux, par exemple, dans le cas de l'endométriose, des cancers, certaines maladies. Tout ce qui est aussi des douleurs que les personnes vont avoir dans le corps et qui ont fait un petit peu le tour de la médecine et où la médecine montre que bah, tout va bien et que malgré tout, ils ont ces douleurs. Je vais avoir aussi pas mal d'ostéopathes qui vont m'envoyer des personnes quand ils vont sentir qu'il y a quelque chose d'émotionnel, que voilà, ils ont fait un travail eux, de leur côté et qu'il y a besoin d'aller un peu plus en émotionnel aussi. Je vais avoir pas mal de travail comme ça. Tout ce qui est peur de l'abandon, l'injustice, l'humiliation, toutes ces blessures-là. Je vais aussi avoir des thématiques autour de la difficulté de gagner de l'argent, l'autosabotage, accompagnement des gros changements de vie aussi. Oui, c'est vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, quoi. Ça, c'est très vaste, en fait, hein. Est-ce qu'il y a des limites ou des précautions à venir se lancer dans des séances de libération de mémoire cellulaire? Hmm. Alors oui, moi j'ai des contre-indications. En tout cas, pour visiter la mémoire, pour ce qui est du soin énergétique, c'est différent. Mais pour visiter les mémoires, je peux pas travailler avec les troubles psychotiques. Donc tout ce qui va être bipolarité, schizophrénie, euh, voilà, les troubles comme ça, c'est un risque que la personne elle décompense. Et donc c'est vraiment, voilà, vraiment ça c'est non. Donc ces personnes-là, en général, je vais travailler un petit peu en énergétique avec elles, puis je vais les renvoyer soit vers le shiatsu, vers l'ostéopathie. Enfin, euh, et c'est souvent des personnes qui sont déjà suivies avec des psychologues et des psychiatres. Mm. Ok, merci. Est-ce que justement, tu penses qu'à un moment, on a fini ce travail avec les mémoires cellulaires ou pas? Ou en fait, on va vraiment se voir toute notre vie, tout le temps? Moi, j'ai l'impression qu'on peut toujours cheminer. Après, dans mon propre parcours personnel, je vois où j'en suis aujourd'hui et d'où je viens, dans, voilà, dans mon chemin intérieur.
Et personnellement, j'avais une très très grande insécurité intérieure et beaucoup d'anxiété. Et c'est vrai qu'en faisant tout un chemin, alors pas que de mémoire cellulaire, hein, c'est un pilier de de mon chemin, mais eh bien, je vois qu'aujourd'hui, je suis un peu en train de récolter les fruits d'un long parcours et vraiment, ouais, je me sens très en phase avec qui je suis, très alignée avec ce que je fais. Je me sens heureuse au quotidien, je me sens apaisée et ça m'empêche pas d'avoir des petites, voilà, des petites manifestations de la vie qui viennent me challenger, mais c'est beaucoup plus, euh, ce que je ressens, c'est que ce chemin, ce travail qu'on peut faire comme ça sur soi, c'est que ça nous amène à être plus alignés avec soi-même et et ça nous permet d'accueillir les propositions de la vie avec plus de flexibilité, plus de fluidité, voilà, c'est ça. C'est que, comme on se connaît mieux, on sait comment on fonctionne, on connaît mieux voilà, comment sentir nos émotions, comment plonger dedans, quels mots mettre dessus, etc. Eh bien, ça nous permet de mieux traverser, en fait, de pouvoir aussi exprimer davantage avec l'entourage et du coup, de pouvoir être plus présent dans son quotidien, plus présent dans sa vie, être plus, ouais, d'arriver à voir le beau, en fait, dans tout ce qui peut se présenter dans une journée. C'est ça que je ressens, en tout cas. Et ce que je peux voir aussi de personnes que j'accompagne. Ouais, c'est chouette ça. Et est-ce que justement, j'avais quand même une question avant de te poser la dernière question que je pose à tout le monde en fin d'interview. Il y a quand même une question que je disais qui me taraude, c'est est-ce que les personnes, quand elles viennent te voir, elles doivent, entre guillemets, savoir ce qu'elles veulent travailler, c'est-à-dire de quelle mémoire elles veulent visiter, ou vraiment elles viennent avec une thématique, entre guillemets, une problématique, et il y a toute cette partie d'anamnèse, d'interrogatoire pour venir un peu délier, venir poser mieux cette intention, etc. Il faut quand même qu'elles aient cheminé en amont. Les personnes, souvent, elles vont venir parce qu'elles ont un mal-être. Je vais les aider aussi à, effectivement, au cours de l'anamnèse, je vais poser pas mal de questions sur leur vie, sur aussi un petit peu ce qu'ils connaissent de leurs parents et tout ça. Et, ça dépend. Il y en a enfin, souvent, je vais leur demander qu'est-ce que, concrètement, vous avez envie de sentir dans votre vie au quotidien, en fait. Je vais partir de là, je vais leur dire, et là, ils vont me dire, ah ben, je veux plus sentir, en fait, la colère. Alors, je vais dire, ok, donc ça veut dire, vous voulez sentir quoi? Donc, on va partir, effectivement, par exemple, de la colère ou d'un mal-être pour aller vers quelque chose de plus serein, souvent. Souvent, ça va être derrière ce ils aspirent, c'est pouvoir trouver des soulagements dans le corps, de la sérénité, de la prise de recul, de la confiance en des choses comme ça. Et après, j'ai d'autres outils. Parfois, quand les gens sont très perdus, j'ai un autre outil que j'appelle la lecture d'âme, où je vais les aider à mettre en mots, en écoutant leur petite voix intérieure, je vais les aider à mettre en mots ce qui est au fond d'eux. Et souvent, ça met des mots sur des sensations sans avoir réussi à mettre des mots avant, quoi. Donc, euh, donc souvent, voilà, il va y avoir un mal-être. Et après, c'est sûr que des personnes qui ont déjà un petit peu cheminé, en fait, ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir bien cheminé et on va pouvoir aller vraiment très en profondeur dans le travail. Puis il y a des personnes qui vont avoir naturellement une capacité, qui ont déjà maturité, euh, j'ai envie de dire, de leur expérience intérieure, qui fait qu'on peut y aller aussi. Et puis, il y a d'autres, ça va prendre plus de temps et c'est OK. On va faire un choix ensemble, voilà, peut-être en énergétique. Puis après, ils vont faire d'autres voies et puis je vais les revoir dans 3 ans. Mhm. Ah, c'est chouette. Ouais, merci. Mais ouais, merci beaucoup pour déjà toutes tes magnifiques réponses et tes ouvertures. Je trouve que ça amène pas mal d'ouverture d'esprit. J'espère que ça aussi, ça donnera des pistes à des personnes qui peuvent justement peut-être se reconnaître à des moments où tu as parlé aussi des intentions de pouvoir aller faire cette thérapie de libération de mémoire cellulaire. Et il y a une question que je pose toujours en fin d'interview, c'est vraiment pour toi, Servane, quelle pratique ou habitude de vie a changé ta relation à toi-même, à ton corps, à tes émotions que aujourd'hui tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent pour mieux s'écouter? Hmm.
Alors, il y a quelque chose que j'aime bien faire aujourd'hui, c'est me poser avec une émotion, une sensation, je vais ressentir corporelle. Quand quelque chose se passe, je vais me mettre à l'écoute de cette sensation dans mon corps et puis je vais aller écouter c'est quoi l'émotion derrière. Donc ça va me dire, ah, bah, je ressens un peu de tristesse, de frustration, etc. Et je vais plonger dans cette sensation et je vais aller voir c'est quoi le besoin derrière. Et je vais sentir, bah, je me suis pas sentie respectée, je me suis pas sentie écoutée. Donc j'ai besoin d'être écoutée. Et donc ça va me permettre, du coup, une fois que j'ai exploré ça, parfois je vais pas réussir à dire à la personne si c'est en lien avec une personne sur le moment, mais je vais rappeler la personne pour lui exprimer ce que je ressens. Et du coup, ça m'a amené à vraiment me respecter. Il y a, voilà, des parts en moi qui semblent que je me respecte et c'est très bon, même si la personne, elle est pas toujours en mesure d'entendre, ben, c'est pas grave. Moi, je me suis exprimée. Et ça, c'est hyper important pour moi. Sous forme un peu de méditation, hein, c'est ça? Ouais, là, c'est quand j'ai quelque chose qui m'arrive, voilà, je me pose avec moi-même un peu sous forme de méditation. Après, j'ai mes pratiques quotidiennes, ça, c'est autre chose. Ouais, bah, merci beaucoup pour ce petit tips. En effet, hein, je trouve ça très chouette de le faire. Personnellement, je le fais même avec l'écriture. Au moment où j'écris et je vois qu'il y a quelque chose dans le corps, de s'arrêter et de dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que le corps est en train de dire? C'est vraiment, vraiment chouette d'ouvrir cet endroit qui permet plus d'écoute de soi-même, quoi. C'est à force de le faire, je trouve, où on vient comme muscler la conscience pour muscler cette écoute corporelle. Ah, c'est Tout chouette. à fait. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de rajouter pour toutes les personnes qui nous écoutent, que tu aimerais leur dire, que tu aimerais crier au monde? Mmh. Bah, pour moi, je trouve que le plus beau voyage, c'est celui vers soi-même. C'est vraiment, ouais, de se rencontrer, de se découvrir, d'oser rayonner, d'être soi, parce que c'est hyper vibrant et hyper joyeux de d'oser se rencontrer, d'oser rayonner et d'oser prendre sa place pleinement. Yes, prenez votre place. C'est le moment. Ah bah c'est chouette. Merci beaucoup pour le temps que tu as pris, pour toutes ces connaissances. Et je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures. Mais merci beaucoup. Et ben, j'espère qu'on pourra se refaire un podcast parce que je pense qu'on a encore plein de choses à partager. Merci, oui, merci pour cette invitation. Il passe un super moment. Eh bien, à bientôt et belle journée à tous. Merci. Avant de se quitter, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à mettre quelques étoiles ou à venir le partager auprès des personnes qui t'entourent parce que c'est vraiment ce qui aide ce podcast à grandir. Merci d'être là, prends soin de toi et je te dis à très vite.